Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Nicolas Sarkozy souhaite à nouveau bonne chance à son successeur lors du dernier Conseil des ministres de son quinquennat. Émotion et ambiance de cour de récréation pour les membres du gouvernement Fillon au moment du départ. François Hollande exprime, lui, sa joie et sa fierté lors de son dernier conseil politique, mais les préparatifs s'accélèrent avec aujourd'hui la visite du président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy. Commémoration demain de l'abolition de l'esclavage, une journée nationale qui se déroulera notamment dans les jardins du Luxembourg à côté du Sénat et le président élu, François Hollande, y est attendu. Les invités du 19 h, d'abord Marisol Touraine qui pourrait hériter d'un vaste ministère en rapport avec les questions sociales. Spécialiste des dossiers de retraite, nous poserons la question tout à l'heure avec elle. La retraite à 60 ans, pour qui et comment? Et puis avec nous également ce soir Arnaud Le Parmentier, journaliste accrédité à l'Élysée pour Le Monde et qui publie ce livre avec Stéphane Grand, chronique d'un échec annoncé, les coulisses de la défaite de Nicolas Sarkozy. François Fillon remettra demain la démission de son gouvernement qui s'est réuni donc une ultime fois aujourd'hui à l'Élysée. Satisfait du Premier ministre qui estime que la France a été remise en mouvement, mais l'heure était avant tout à l'émotion. Paul Bouffard. C'était le dernier du quinquennat, le conseil des adieux. À la sortie, les yeux sont rougis, mais après 5 années, c'est l'union retrouvée. Le président sortant prend même le temps de rassembler ses ministres autour d'un verre de l'amitié. La page de la défaite est tournée, je veux dire, on a perdu. Nicolas Sarkozy l'a rappelé, c'est dans la vie politique, des fois on gagne, des fois on perd, le peuple a tranché. Je dis pas qu'on est orphelin, mais voilà. Tous les ministres l'assurent, de l'émotion, mais pas de tristesse. C'était une dernière avec un président qui était en pleine forme, très heureux des 5 ans passés, très fier du travail qu'il a accompli pendant 5 ans, et qui maintenant va évidemment se projeter dans l'avenir comme nous tous. François Fillon, lui, garde le cap politique. Il fait le bilan. L'engagement principal de Nicolas Sarkozy en 2007 avait été tenu. Cet engagement, c'était remettre la France en mouvement. Et puis j'ai, à titre plus personnel, indiqué au président de la République la fierté et la gratitude qui était la mienne d'avoir pu servir la France pendant 5 ans sous son autorité. Pris par l'émotion, certains ont du mal à quitter la cour de l'Élysée. De journaliste en journaliste, Nadine Morano se rappelle. Pour ne pas oublier, elle emporte un petit souvenir. Je voulais garder ce carton avec mon nom qui est posé sur la table du Conseil des ministres parce que c'est tellement puissant quand vous servez la France, quand vous avez cet honneur et d'avoir accompagné un homme extraordinairement courageux, plein d'énergie, visionnaire sur la politique internationale et je ne regrette rien et j'assume tout. Aujourd'hui, les ministres laissent derrière eux leur dossier pour en ouvrir un autre, celui des législatives. Autre ambiance, pas celle d'une dernière séance au Sénat aujourd'hui, où le groupe UMP, secoué par la défaite tout de même, s'est réuni. Les sénateurs promettent de se montrer plus offensifs à l'avenir face au nouveau pouvoir de gauche. Bérangère Dinglar. Si l'unité était bien sur toutes les bouches ce matin, certains commencent déjà à penser à l'après-législative. En cas de défaite de l'UMP en juin, il sera nécessaire de faire évoluer le rôle et la place du groupe UMP du Sénat. Il faut donc que forcément nous imaginions d'autres formules d'organisation pour une opposition plus forte, plus présente dans l'hémicycle comme dans le pays, au Sénat comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Une petite révolution au Palais du Luxembourg où longtemps les sénateurs préféraient rester en dehors des querelles politiques. Un nouvel échec pourrait changer la donne. De plus en plus de sénateurs réclament un groupe plus offensif. C'est vrai qu'il y a une attente forte de prise de position, de prise de parole, de réponses données, de questions posées de la part du groupe UMP du Sénat. Ce matin, la réunion de groupe a aussi été l'occasion de clarifier une bonne fois pour toutes la position de l'UMP vis-à-vis du Front National. Pour Chantal Joanneau, chahuté et critiqué par ses amis UMP, après ses déclarations à l'égard du parti de Marine Le Pen, il s'agissait de réaffirmer un principe de base. Il n'y a plus d'addition des voix entre Front National et UMP. Ça c'est clair, la ligne est claire. Maintenant, quand un Garot ou quelqu'un d'autre propose qu'on fasse une alliance avec le Front National, j'aimerais qu'il y ait la même vigueur dans la dénonciation de ces propos. Au groupe UMP, la guerre des chefs attendra encore un peu. D'ici là, il faudra aussi faire avec les ministres qui retrouveront dans quelques jours leur siège de sénateur.
Et au sujet du poids, sinon du piège que représente le Front National pour l'UMP aux législatives, cet avertissement aujourd'hui de Marine Le Pen qui se dit ouverte à des ententes localement, au cas par cas. Nous regarderons la sincérité du candidat UMP, dit-elle dans une interview à Valeurs Actuelles, manière donc d'inviter les députés menacés de faire des offres d'entente. Du côté du Parti Socialiste, pas de fleurs pour François Bayrou, qui avait voté à titre personnel pour François Hollande. Les socialistes présenteront une candidate face au président du MoDem dans sa circonscription des Pyrénées-Atlantiques, où il affrontera également un adversaire UMP. Marisol Touraine et quelques autres responsables du PS s'étaient prononcés pour un geste de bienveillance dont n'a pas voulu Martine Aubry. François Hollande reçoit ses supporters, ses soutiens, à qui il demande de rester mobilisés. Mais le 59 avenue de Ségur à Paris est également le théâtre d'un défilé de personnalités. Ainsi aujourd'hui, le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, et Elisa Bertolomé pour cette nouvelle journée du président élu. Une poignée de main symbolique. Le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, a fait lui-même le déplacement pour venir saluer le nouveau président de la République. Et demain, les rencontres continuent. François Hollande recevra Jean-Claude Juncker, président de l'Eurogroupe. Des visites pour lancer le quinquennat. Échange de vues extrêmement positif, approfondi, constructif, qui était un échange de vues sur la situation de l'Union européenne dans toutes ses dimensions, la dimension de la zone euro et avec au cœur sans doute la crise grecque. Plus tôt dans la matinée, le nouveau président a réuni son conseil politique de campagne. Une dernière réunion dans la joie. François Hollande en a profité pour remercier ses collaborateurs. Qu'est-ce que vous êtes venu fêter aujourd'hui ? On a vu des doigts de champagne. C'était quoi déjà ? On va boire un verre quand même. Mais derrière le côté festif se cache une réunion bien plus sérieuse, la préparation des législatives et la formation du futur gouvernement. Mais ce matin, encore une fois, c'était vraiment la gratitude exprimée par le nouveau président à ceux qui ont fait la campagne, un moment de convivialité et puis encore une fois de détermination et de mobilisation pour la campagne des élections législatives qui vient. Dans un coin de la tête de tous, à n'en pas douter, la liste des futurs ministres. Elle ne sera pas rendue publique avant la semaine prochaine. Au Sénat, joie également parmi le groupe socialiste qui se retrouvait pour fêter la victoire présidentielle. Jean-Pierre Bel, interrogé par Sandra Cerqueira, il a vu d'ailleurs un prolongement naturel de l'alternance qu'a connue l'Assemblée qu'il préside. On l'écoute. J'ai senti au moment des sénatoriales qu'il y avait un mouvement profond qui venait des territoires du pays, de la France. Et j'ai toujours considéré que ce malaise qui s'était exprimé, bien sûr par les élus, puisque c'est les sénatoriales, il aurait des répercussions sur la suite. Et que les élus n'avaient fait que, dans le fond, répercuter ce que les populations ressentaient. Je crois que nous l'avons bien compris. Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, le choix du Premier ministre, la composition du gouvernement. François Hollande a pas mal de choses en tête, précise à l'instant son proche conseiller Stéphane Le Foll. Une difficulté, parvenir à la parité promise. Flora Sauvage. François Hollande l'a promis à plusieurs reprises, il veut la parité au gouvernement. Tiendra-t-il son engagement? L'équation semble difficile à résoudre, car il faut trouver un savant équilibre pour placer les femmes au gouvernement et pas seulement à des postes secondaires. Ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est que les postes clés soient trustés par les hommes, alors qu'il y a quand même des femmes compétentes qui ont exercé des fonctions soit parlementaires, soit ministérielles. Donc il ne faut pas faire les Hollandettes. Autrement dit, pas question de nommer des femmes qu'à des postes subalternes. Pour Michel André, secrétaire d'État aux droits des femmes de 1988 à 1991, la question de l'expérience ne doit pas être le seul critère. À 40 ans, quand Michel Rocard m'a nommé ministre, je n'avais aucune expérience ministérielle. La première fois, c'est comme ça. Et j'avais seulement 40 ans et je n'étais pas parlementaire. Les noms des anciennes porte-parole du candidat, Najat Vallaud-Belkacem et la députée Delphine Batho circulent, ou encore la députée Aurélie Filippetti. Mais il est souvent souligné qu'elle manque d'expérience et donc de compétences pour exercer une fonction ministérielle. Un point de vue qui est vivement critiqué par la féministe Caroline Dehaas. Que la question de la compétence, elle n'est posée que quand on parle de la parité. Ça fait 50 ans que le pouvoir en France est exercé à 70, 80, 90% par des hommes. Est-ce qu'on pose la question de la compétence? Non.
Une chose est sûre, Marisol Touraine devrait être nommée aux affaires sociales et Martine Aubry devrait obtenir un ministère important. Mais il faudra aussi satisfaire les partenaires de la gauche, avec pourquoi pas Cécile Duflot ou encore Eva Joly. Si la parité ministérielle est un signe envers les femmes, évidemment, Valérie Trierweiler entend envoyer le sien propre. Je ne serai pas une potiche, prévient la compagne de François Hollande dans une interview au Times de Londres. Ok, pour les sourires nécessaires, être bien habillé, mais mes modèles sont plutôt Hillary Clinton et Daniel Mitterrand, précise donc la compagne du président élu de la République. Les invités du 19h, Marisol Touraine, bonsoir, bonsoir. Députée d'Indre-et-Loire, et Arnaud Leparmentier, journaliste au Monde, qui a donc écrit avec Stéphane Grand ce livre, cette chronique d'un échec annoncé, les coulisses d'une défaite. On en voit à quel point d'ailleurs l'équipe qui entourait Nicolas Sarkozy a sous-estimé François Hollande avec quelques surnoms dont on parlera dans un instant. Marisol Touraine, vous êtes en pôle position, dit-on, pour un grand ministère, les affaires sociales. Donc on attend l'annonce du gouvernement la semaine prochaine. Vous attendez votre nomination? J'attends très tranquillement que François Hollande décide de la composition de son équipe. Voilà. Très bien. Vous avez des informations, des échanges? Non, rien. Voilà, il réfléchit à la composition de son équipe et il l'annoncera une fois qu'il aura pris ses responsabilités officiellement, ce qui paraît naturel. Vous êtes d'accord avec Nicole Bricq pour dire qu'il ne faudrait pas qu'il choisisse des Hollandettes, c'est-à-dire des femmes pour des postes subalternes dans un gouvernement, hein? Oui, j'ai lu dans quelques articles comme cela cette formule, comme si effectivement on pouvait traiter un peu de haut la présence de femmes au gouvernement. La parité, c'est le fait qu'il y ait des femmes à des postes de responsabilité importants. Moi, je crois qu'il y a des femmes compétentes. Pas des potiches, là encore, j'ai envie de dire. Franchement, je ne vois pas pourquoi ce serait le cas. Ça a été le cas dans d'autres gouvernements où on se souvient des jupettes. C'est pour ça qu'on parle des Hollandettes. Pour le coup, oui, mais non, je trouve que le rapprochement n'a pas de sens parce que François Hollande n'a jamais traité les femmes de cette façon, ni dans son équipe au Parti socialiste, ni dans son équipe de campagne. Il n'y a donc aucune raison pour qu'il le fasse dans son équipe gouvernementale. Que les mâles titrés et galonnés peuvent faire pression sur lui pour décrocher les meilleurs postes. Oui, mais je suis certaine. Oui, je suis confiante parce qu'il s'est engagé à ce qu'il y ait des femmes à des postes de responsabilité dans son gouvernement et je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Martine Aubry, donc aujourd'hui, a dit non au geste de bienveillance que vous aviez d'ailleurs la première suggérée en faveur de François Bayrou. Est-ce que c'est le clivage entre un PS élégant et puis un autre qui serait plus dur? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que c'est simplement à un moment donné, on fait le point sur la manière de conduire la campagne des législatives qui pour nous est l'essentiel et le choix qui est fait et qui au fond est un choix cohérent, c'est qu'il y ait un candidat, une candidate qui porte le projet présidentiel de François Hollande dans chaque campagne. Vous pensez qu'il fallait favoriser le président du Modem? C'est le choix qui a été fait et donc c'est le choix qui va animer le Parti socialiste dans les semaines qui viennent. Ça n'est pas symptomatique quand même d'une double option, j'ai envie de dire, social-démocrate et puis un peu à gauche toute? Donc je ne crois pas du tout. Il n'y a pas différents partis socialistes. Il y a un parti socialiste cohérent et cohérent parce que ce qui le structure, c'est le projet présidentiel de François Hollande. Vous savez, nous n'allons pas faire campagne au cours des prochaines semaines pour les législatives sur des thématiques différentes de celles que nous avons portées pendant la campagne présidentielle, puisqu'il s'agit de permettre une majorité cohérente avec le président de la République. Donc il n'y a pas différents partis socialistes. Sur le plan des valeurs. Oui, mais François Bayrou a apporté un soutien personnel. Aujourd'hui, le Parti socialiste défend son projet, le projet de François Hollande. Bon, on verra ce qui se passera au second tour, en tous les cas, dans sa circonscription. Vous avez dit bien sûr que l'objectif prioritaire, ce sont les législatives. Est-ce que l'objectif, c'est la majorité absolue pour le Parti socialiste ? C'est la majorité la plus forte qui permette en tout cas au gouvernement, à François Hollande, de mettre en place son projet. Bien sûr, mais absolu pour ne pas être encombré par certains partenaires. Écoutez, franchement, si cette majorité peut être absolue, je ne vois pas pourquoi nous chipoterions. Maintenant, à l'Assemblée nationale, il faut une majorité. Mais plus la majorité sera large, plus elle sera solide et permettra au Parti socialiste de mettre en œuvre son projet. Est-ce que vous regarderez avec faveur les candidats socialistes dissidents qui vont affronter les candidats écologistes issus de l'accord entre le PS et les Verts?
Hein? C'est un sujet très difficile, évidemment, oui. parce que les socialistes souhaitent être représentés par des candidats issus de leur rang. Et d'autant que la candidate Eva Joly a fait un score tout petit. Oui, hein? mais un accord a été signé, si j'ose dire. Il y a encore aujourd'hui, d'ailleurs, des discussions avec d'autres partis pour voir si on ne doit pas avoir des candidatures uniques dans certains endroits où la gauche serait menacée du fait du Front National. Donc il y a une discussion globale. L'accord n'est pas caduc. Non, je crois que le Parti socialiste doit partir avec ses alliés à la bataille de façon cohérente. Regardez, cet accord, il prévoit la fermeture d'un certain nombre de réacteurs nucléaires. Hein. Ça n'est pas du tout ce qu'a retenu François Hollande. Et néanmoins, Cécile Duflot, elle frappe à la porte du gouvernement. Hein. Oui, vous avez raison, mais là-dessus, la ligne qui a été retenue est extrêmement simple, extrêmement claire. Le projet présidentiel s'impose aujourd'hui à une éventuelle majorité. C'est le projet de l'ancien candidat nouveau président François Hollande. En revanche, il y a un accord sur les circonscriptions pour permettre à la majorité présidentielle d'être diverse. On verra ce qui se passe avec les candidatures dissidentes. Il y en aura partout. Il y en a partout, je ne sais pas. Il y en a, mais je crois que il est utile de rappeler que l'unité permet souvent la victoire. Vous avez suivi, je le rappelais tout à l'heure, le dossier des retraites lors de la grande réforme du quinquennat. Ceux qui espèrent partir à 60 ans demain au lieu de 62, donc attendent le décret. Il sera publié très rapidement. Nous avons besoin que certaines consultations interviennent. Donc la publication du décret interviendra quelques semaines après l'entrée en fonction du gouvernement. Oui. Mais d'ores et déjà... Au mois de juin, là. Oui, quelque chose comme ça. On peut dire quand même très clairement ce qui a été la position pendant la campagne. Ceux qui ont commencé à travailler à 18 ou à 19 ans, qui ont leurs 41 annuités de cotisation, pourront partir à 60 ans sans attendre 62 ans. Voilà. Et donc, ça représente environ 150 000 personnes. Et nous aurons ensuite, dans un deuxième temps, une discussion plus large sur une nouvelle réforme des retraites qui permettra d'examiner l'ensemble des points qui doivent être abordés dans un cadre comme celui-là. Mais donc là, c'est une mesure de justice. C'est une mesure de justice immédiate qui ne concerne évidemment pas tout le monde, qui concerne ceux qui ont commencé à travailler jeunes et qui ont cotisé au cours de 41 années. Parce que il y a peut-être une ambiguïté sur les trimestres cotisés ou simplement validés qui ne compteront pas, qui ne seront pas pris en compte. Il faut bien le dire. Il y aura peut-être des déçus. Nous prendrons en compte, en tout cas, c'est ce point-là qui a été mis dans la campagne, les trimestres cotisés et des trimestres qu'on appelle réputés cotisés. Je prends un exemple très simple, le service militaire qui pourra être pris en compte. C'est le congé de maternité stricto sensu qui peut être pris en compte. Mais ce sont des éléments qui, au fond, ont été mis dans la campagne. Vous nous avez dit à l'instant que la réforme va être revue par ailleurs, dans son ensemble. Et on se souvient de François Hollande pendant la campagne et surtout pendant la réforme des retraites, mettre en avant l'idée d'un allongement de la durée de cotisation. C'est ce qui se profile donc à l'horizon. La discussion va intervenir sur l'ensemble des éléments. La solution est celle-là. Non, nous n'avons pas de solution a priori. D'abord parce qu'il faudra redéfinir ce qu'est la situation, quelles sont les données dont nous disposons. Il faudra évidemment engager la discussion avec les partenaires sociaux. Vous le savez, c'est pour nous un point de méthode essentiel. Nous n'arrivons pas avec des solutions toutes faites avant que la négociation ne s'ouvre. Nous souhaitons que cette discussion puisse s'engager pleinement avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous redoutez la litanie des chiffres du chômage, mois après mois, car on sait que le chômage, hélas, dans notre pays, va continuer à augmenter, au moins jusqu'à la fin de l'année, Madame Touraine. Ce que nous redoutons, c'est de voir apparaître ou surgir des plans sociaux qui auront été ou auraient été retenus le temps de la campagne électorale. Et nous avons de bonnes raisons de penser que dans des secteurs comme l'automobile, la grande distribution, par exemple, un certain nombre de plans sociaux étaient prévus qui ont été
repousser le temps des élections. Et donc c'est une inquiétude que nous avons. Nous allons donc devoir regarder ce qu'il en est. Je me souviens également de François Hollande qui a dit dans sa campagne qu'il saura faire pression à ce moment-là sur les entreprises. Quelles sont vos armes? Nous allons évidemment d'abord regarder ce qu'il en est, puisqu'on nous dit qu'il y a des plans sociaux qui vont se réaliser. La liste est claire. Vous avez cité l'automobile, des fermetures d'Aulnay par exemple. Mais évidemment, il ne s'agira pas de rester les bras ballants et d'accepter ce cadeau, cet héritage du pouvoir précédent. Donc, vous serez ferme, vous vous opposerez? Nous serons fermes pour engager la discussion, voir ce qui peut être fait et ce qui doit être mis en place, notamment en direction des salariés. On sait que les attentes sociales sont nombreuses. La CGT qui a appelé à voter, François Hollande, en tous les cas son responsable a dit qu'il le faisait, estime le contexte favorable à la satisfaction des revendications. Peut-être que le contexte politique est favorable, mais vous savez bien que le contexte économique ne l'est pas. Est-ce que ça n'est pas... Non, mais il y a des attentes sociales très fortes. En même temps, François Hollande n'a jamais caché que la situation était une situation difficile. Simplement, notre volonté, c'est que les efforts soient demandés à ceux qui, jusqu'à maintenant, ont été épargnés. Et donc, répondre aux attentes sociales, c'est répondre en matière de retraite, c'est répondre en matière de santé, de limitation du coût de la santé, c'est répondre en matière de négociation pour le SMIC, c'est augmenter l'allocation de rentrée scolaire immédiatement pour les familles modestes. Et donc, il y a des mesures qui seront prises immédiatement et qui devront permettre de soulager la situation des ménages modestes et des classes moyennes. Le coup de pouce au SMIC. La question du SMIC sera clairement posée dans le cadre de la conférence sociale qui aura lieu avec les partenaires sociaux. Je voulais vous faire réagir au point de vue de la maire UMP d'Aix, Madame Joissains, qui conteste l'élection de François Hollande. Elle a même envoyé une requête au Conseil constitutionnel. Elle avance différents motifs, notamment le lynchage médiatique de Nicolas Sarkozy. On va en dire un mot avec Arnaud Leparmentier dans un instant. Elle parle de propagande abusive et elle parle de complicité d'infraction à la loi syndicale avec justement le soutien qu'a reçu votre candidat de la CGT. Qu'est-ce que vous répondez à cet élu? Qu'elle devrait prendre des cours du soir et de rattrapage de vie démocratique. Je ne sais pas comment on peut être maire d'une assez grande et très jolie commune d'ailleurs, très belle ville de France, en tenant des propos aussi proches du dérapage que celui-là. Mais je pense qu'il faut traiter cela avec un peu de hauteur parce que ça ne mérite pas beaucoup de commentaires. Vous voulez dire de mépris? Ça ne mérite pas davantage de commentaires. Arnaud Leparmentier, donc journaliste au Monde, les coulisses d'une défaite avec Stéphane Grand. Quand on vous lit, on s'aperçoit que François Hollande était affublé de certains surnoms et qu'il a été sous-estimé manifestement par Nicolas Sarkozy et ses proches. Oui, il était sous-estimé, mais moi ce que je pense quand même plus fondamentalement, c'est que Sarkozy avait à se battre contre lui-même pour cette campagne. C'est-à-dire il avait à se battre sur son bilan. On s'aperçoit quand même dès l'été 2011 que la crise sera là, donc il aura un mauvais passif, il aura un chômage. Il se bat contre son comportement et en plus il veut réitérer un coup comme en 2007 à droite toute. Et puis il hésite en fait, en réalité. Il commence tout en janvier en disant j'ai fait la réforme des retraites donc je vais être encore plus impopulaire et je gagnerai en faisant la TVA sociale. C'était la partie qu'il aurait dû jouer selon vous, devenir le Raymond Barre. Le Raymond Barre, voilà. S'il avait fait le Raymond Barre, au moins il aurait perdu dignement. Alors ses conseillers disent qu'il n'aurait pas perdu dignement parce qu'il aurait été éliminé par Marine Le Pen dès le premier tour. On ne le saura jamais. Ce qui est clair, c'est que dès le mois de février, il commence à faire sa campagne à droite toute. Je vous rappelle les valeurs, les référendums pour court-circuiter les corps intermédiaires, la division par deux de l'immigration, sans nous expliquer comment il le fait. Alors effectivement, il remonte. Il remonte, à mon avis, pas suffisamment, parce qu'au soir du deuxième tour, c'est quand même un peu la catastrophe. Il n'est pas en tête, et Marine Le Pen est très haute. Donc le recentrage qui était prévu ne peut pas avoir lieu. Il faut continuer à droite, toujours plus à droite, jusqu'à ce que Patrick Buisson, son conseiller, fasse un spot où on voit la frontière française mise en arabe et en français, ce qui a d'ailleurs consterné une partie des équipes. Et puis alors... Oui, vous le dites, ses proches se sont affligés, notamment de ces discours transformés en diatribes, mais on les a jamais entendus. Est-ce qu'on les entendra un jour? Vous avez eu... Non, mais ils étaient conseillers, donc les conseillers restent dans l'équipe, ils essayaient d'avancer. Jean-Pierre Raffarin, il avait tout dit, Jean-Pierre Raffarin. Il a dit on s'expliquera au 6 mai, tout est dit quand on dit ça. Moi, je trouve effectivement que les ministres, notamment parce que c'est les politiques, ont été quand même très très lâches. Ils ont absolument rien dit. Il n'y a que Madame Joanneau, que vous avez montré tout à l'heure, qui a commencé à dire attendez, on arrête. Ce qui est rigolo, c'est que dans l'entre-deux tours, qui sort au créneau? C'est Claude Guéant. Ce Claude Guéant qui a fait quand même tant de dérapages, il en a marre de faire le sale boulot. Il dit le Front National n'est pas
pas un parti qui incarne les valeurs républicaines à mon goût. Mais les autres, on les a pas entendus. Donc effectivement, je trouve que la droite sort, comment dire, peut-être avec un score honorable, mais pas nécessairement très propre. Je lui souhaite du courage pour les successeurs. Pour les successeurs et pour les législatives. Parce que les législatives, à mon avis, la messe est un peu dite avec les triangulaires qu'il va avoir. Je ne vois pas comment le Parti socialiste Comment ce choix stratégique s'est-il imposé à Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est vraiment Patrick Buisson qui a eu l'autorité, je ne sais pas, intellectuelle, morale Oui, c'est-à-dire que Patrick Buisson avait dit à Sarkozy dès 2005 que le non au référendum l'emporterait. Patrick Buisson l'a conseillé de droitiser son discours en 2007 au moment où François Bayrou devenait menaçant. Donc il lui fait une très grande confiance. Et il savait aussi que si on ne faisait pas une campagne un peu outrancière, la logique absolue était que le Parti socialiste passe, parce qu'il y avait 10 ans, parce qu'il y avait la crise économique, parce que le candidat socialiste François Hollande est plutôt centriste par rapport à ce qu'on a pu avoir comme choix possible. Donc tout était contre lui. Bien. Vous allez quitter l'Elysée, vous aussi, pour le monde? Oui, nous les valeurs, le Sarko-tour chute en bourse. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je continue à faire de l'économie, de la politique, je ne sais pas encore, une chronique sans doute, je ne sais pas. Après 5 années auprès prendre des vacances. Nicolas Sarkozy. Vous saluez son départ, parce que l'arrivée a été critiquée, le choix du bling-bling, là, tout le monde salue, à gauche également, un départ dans une grande dignité républicaine. C'est une façon de racheter sa campagne, selon vous? Non, mais c'est le côté, j'allais dire, changeant de la personnalité de Nicolas Sarkozy, qui peut être très posé, comme il peut être très agressif. On l'a vu notamment sur la presse. C'est vrai qu'il a convoqué Henri Guénaud dès 17h et c'est trop pour faire sa déclaration. J'ai trouvé très amusant la cérémonie du 8 mai. Finalement, ce qu'on retiendra, la première image du quinquennat, ce sera Hollande et Sarkozy ensemble. C'est assez drôle. Madame Touraine, vous êtes quand même impressionné par la façon dont Nicolas Sarkozy a choisi la transition? Il a choisi de jouer la continuité des institutions et c'est la continuité de l'État. Je trouve que la fin du quinquennat se fait dans des conditions plutôt positives, ce qui n'empêche pas de renouer immédiatement avec le combat politique, puisqu'il y a des élections législatives. Mais au fond, cela prouve d'ailleurs que le combat a toujours à gagner à rester respectueux. D'accord, c'était donc l'armistice du 8 mai 2012 et le combat reprend pour les législatives, on vous a bien compris. Merci à tous les deux. À la veille de la journée nationale de l'abolition de l'esclavage, le sujet a été l'objet d'une rencontre aujourd'hui au Sénat, alors que François Hollande devrait participer demain, sans doute, dans les jardins du Luxembourg à cette journée. Des historiens, donc des représentants d'associations se sont retrouvés dès aujourd'hui autour de témoignages. Écoutons Serge Larcher, le président de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer, et l'historien François Durper. La République française est composée de divers individus qui sont différents de par leur culture, de par la couleur de leur peau, de par leur religion. Et tout ceci semble aujourd'hui poser problème à certains. Nous avons voulu dire que tous nous sommes différents, mais nous sommes animés d'une volonté commune de vivre ensemble pour permettre à cette République de vivre et de progresser. Est-ce qu'il y a une vision de l'histoire de droite et une vision de l'histoire de gauche? On aura une première réponse demain. Est-ce que le président entrant et le président sortant seront là? S'ils ne sont pas là, ça sera déjà un premier signe. Ça veut dire que le 8 mai, il y a une belle image avec deux présidents, une image très républicaine, et que le 10 mai est encore considéré comme une histoire communautaire. Voilà. Propos recueillis par Jérôme Rabier. Et pour avoir la réponse donc à l'interrogation posée par François Durper, rendez-vous demain sur Public Sénat avec Pierre-Henri Gergonne, puisque nous vous proposons la retransmission de cette cérémonie qui se déroulera dans le jardin du Luxembourg à partir de 10h30 à 22h. Sonia Mabrouk pour le prochain journal à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. Bonsoir et à demain à 19h. Chaque année, dans le Jardin du Luxembourg, un hommage est rendu afin de garantir la mémoire du crime de l'esclavage à travers les générations. Public Sénat s'associe à cet événement national en retransmettant en direct et en intégralité cet événement. La commémoration de l'abolition de l'esclavage, c'est jeudi à 10h30 sur Public Sénat. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Les 3 thèmes de cette campagne 2012 seront la crise et enfin la crise. La politique, ce n'est pas la guerre civile, a donc dit Xavier Bertrand. On va parler de ce printemps du jasmin.
sa victoire, si elle est vérifiée demain, est-ce qu'elle est surprenante? Comment vous jugez son action dans cette tempête? Parce qu'à l'époque, on avait tous ri, aujourd'hui on rit moins. Votre rendez-vous quotidien avec l'information, c'est du lundi au jeudi à 22 h sur Public Sénat.